Bonjour à tous, je suis Inès Jedour, Sherpa du comité gouvernance des entreprises. Nous sommes ensemble pour 1h30 pour échanger sur l'intérêt social éclairé et la compétitivité. Comme chaque mois, le comité gouvernance des entreprises présidé par Patrick Bertrand vous propose un webinaire dédié à la gouvernance. Cette séquence clôture un cycle dédié à l'intérêt social éclairé et à la raison d'être. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder les précédents épisodes, je vous invite à les retrouver en replay sur le site gouvernance-des-entreprises.com. Cette semaine, nous nous retrouvons dans un cadre particulier, celui de la semaine pour l'entreprise responsable et inclusive qui se tient depuis lundi et qui prendra fin demain. L'ensemble des séquences sont à retrouver sur la plateforme Imagina et pour réagir, un seul hashtag série 2021 comme semaine pour l'entreprise responsable et inclusive. Je remercie tout particulièrement le MEDEF et la FMD et notamment Pauline Fiquemont, Lilia Tagmi et Charlotte Parès qui ont participé à l'organisation de cette séquence. Pour échanger aujourd'hui, je suis entourée à distance d'Anne-Laure de Chamard. Anne-Laure, bonjour. Vous avez longtemps dirigé la stratégie d'Engie, groupe coté du secteur de l'énergie, et depuis juillet dernier, vous êtes à la tête d'Engie Solutions International. Vous nous partagerez votre expérience. À mes côtés sur scène, Erol Cohen, avocat au sein du cabinet Le Play. Vous êtes également praticien attaché à Mines ParisTech et vous avez été très impliqué dans les travaux préparatoires de la loi Pacte. Vous accompagnez de nombreuses entreprises sur le chemin de la raison d'être et de la société à mission. Vous nous partagerez votre point de vue. À mes côtés également sur scène, Delphine Dieu. Delphine, bonjour. Vous êtes directrice juridique de la maison de couture italienne Zegna et vous vice-présidez le comité gouvernance des entreprises. Vous nous expliquerez dans quelques minutes les raisons qui vous ont poussé à mettre à l'honneur le thème que nous évoquons aujourd'hui. Et d'ici quelques instants, nous rejoindra Véronique de Gotex. Véronique est directrice générale adjointe en charge de la finance et de la stratégie du groupe Cheval, acteur majeur des travaux publics, œuvrant notamment en faveur de l'aménagement durable, offrant des solutions de paysagisme d'excellence ou encore de recyclage des matériaux professionnels. Elle aura beaucoup à nous partager. Sachez que cette séquence est enregistrée et sera disponible en replay. Je vous propose au cours de cette heure et demie d'aborder 3 séquences. Dans un premier temps, nos invités nous partageront les raisons qui les ont poussés à s'interroger au sujet de l'intérêt social éclairé, puis nous parlerons des avantages compétitifs et enfin des conséquences sur les parties prenantes. Nous avons également prévu un temps privilégié pour que vous puissiez poser vos questions. Je vous invite à les poser dès à présent dans le chat et je me ferai votre porte-voix. Je vous propose de débuter dès maintenant sur la séquence numéro 1, le pourquoi. Et je me tourne vers vous, Delphine. Delphine, je le disais, vous vice-présidez le comité gouvernance des entreprises du MEDEF. Et vous avez fait le choix, il y a un peu plus d'1 an, de proposer la création d'un groupe de travail que vous avez présidé sur le sujet, avec pour objectif premier d'accompagner les dirigeants d'entreprises sur ce chemin. Pourriez-vous nous en expliquer les raisons ? Oui, tout à fait. Merci Inès de rappeler ces beaux souvenirs. Vous vous souvenez que quand le comité a été créé, l'idée c'était de rapprocher la gouvernance des entreprises et de sortir la gouvernance de son image de carcan de règles et de contraintes pour au contraire démontrer que c'était un moteur de performance globale et de pérennité de l'entreprise. Lorsqu'on regarde un petit peu chronologiquement ce qui s'était passé, la loi Pacte est sortie à peu près simultanément. L'article 1835 du Code civil a été modifié. Si vous vous souvenez, le premier sujet sur lequel nous avions travaillé de façon approfondie, c'était tout simplement d'identifier les principes clés de gouvernance. Il y a d'ailleurs eu un webinaire à ce sujet en avril avec un petit papier qui a été un guide pratique et interactif qui a été publié. Je vous invite à le revoir sur le site. 2 principes sont particulièrement importants pour le sujet d'aujourd'hui. C'était le couple pouvoir et responsabilité et la gouvernance au service du bien commun. Et je pense que, vous savez que j'en suis absolument persuadée, je pense que ce sont des principes clés de gouvernance et que lorsqu'on regarde la loi Pacte, on se dit que finalement, la loi Pacte et ce qu'a fait le législateur et ce que fait le comité, c'est la même chose. Nous portons le même message, mais avec 2 points de vue différents. Le point de vue du législateur d'un côté, le point de vue de l'entreprise de l'autre. Et ce qui était important pour moi, c'était de dire, OK, voilà, on a ce carcan de règles qui peut paraître effrayant aux plus résistants des entrepreneurs. Peut-être que nous devons leur démontrer que ces règles, finalement, ne sont que des outils
qui vont les aider à être plus efficaces, plus compétitifs, plus solides, plus résilients, qui est une qualité très importante aujourd'hui après cette terrible crise que nous vivons pour certains encore. Et voilà, c'était l'objectif de ce groupe de travail, c'était de nous rapprocher des entrepreneurs et d'essayer de formuler ces outils pratiques et ces conseils pratiques. Cela a été fait notamment, vous étiez là, Inès, et un acteur essentiel de nos travaux, lorsqu'en juin ont été présentés par les deux présidents des groupes de travail respectifs, enfin des deux sujets respectifs, le pourquoi de la raison d'être et aussi comment suivre et comment prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l'entreprise conformément aux nouvelles règles instituées par la loi Pacte. Et lors de ces webinaires, c'était très intéressant parce que justement des exemples très pratiques et très concrets ont été apportés. Et c'était vraiment l'objectif de ce groupe de travail, intérêt social éclairé et raison d'être, de dire voilà, le législateur a apporté des outils à l'entreprise, à nous de les voir comme des outils et de les absorber, appréhender au mieux. Merci Delphine, vous avez très bien résumé l'essence de nos travaux. La loi Pacte est souvent définie comme une fusée à 3 étages, avec le premier étage qui s'impose à toutes les entreprises, la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Les deuxième et troisième étages sont facultatifs, ils peuvent être appliqués de manière volontaire par les entreprises, le deuxième étant la raison d'être et le troisième la société à mission. Je me tourne vers Anne-Laure qui est avec nous à distance. Anne-Laure, avant de prendre la tête d'Engie Solutions Internationales, vous avez longtemps dirigé la stratégie d'Engie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à intégrer la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux à la stratégie de votre groupe, et puis peut-être également nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à aller jusque ce deuxième étage de la fusée Pacte en vous dotant l'année dernière d'une raison d'être. Je ne sais pas si on n'entend pas Anne-Laure. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, on vous entend Anne-Laure, allez-y, merci. Non, ouais, je disais, donc effectivement, on a eu cette prise de conscience et ce virage en 2015, en fait, où on a décidé qu'il fallait qu'on fasse un revirement stratégique complet en faveur de la transition énergétique. Et on a ensuite décidé d'accélérer après en 2020 en se dotant d'une raison d'être pour vraiment engager ça dans la durée et dans le concret de nos actions au quotidien. J'en parlerai tout à l'heure. Et donc en 2015, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un contexte environnemental qui devenait de plus en plus pressant sur les sujets les problématiques du dérèglement climatique, de l'environnement, avec un vrai push à la fois des États, avec les accords de Paris, mais aussi des villes, des territoires et de la population, où on sentait que voilà, il y avait vraiment une urgence et quelque chose à faire qu'il fallait démarrer. Nous, par rapport à ça, on était un groupe, on était un des plus gros producteurs d'énergie carbonée au monde. Et donc, il y avait deux choix. Ou bien on faisait partie du problème et on se laissait mourir petit à petit dans un monde qui avait vraiment un besoin urgent de se transformer par rapport à ça. Ou bien on décidait de faire partie de la solution et de changer complètement notre business model. Donc, c'est pour ça qu'en 2016, on a vraiment décidé de se dire, plutôt que d'être un producteur d'énergie, on va se transformer pour avoir une stratégie d'être un leader de la transition énergétique dans le monde. Donc on s'est désengagé, ça a été des choses assez fortes, hein. On s'est désengagé de toutes nos activités très très émettrices en CO2, hein. C'était 17 milliards d'euros d'activités dont on est sorti, qu'on a converti ou qu'on a vendu, des centrales à charbon, nos activités d'exploration-production, et on a réinvesti tout ça vraiment massivement dans les activités d'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et tout ce qui est infrastructure énergétique très bas carbone. En 2020, on s'est dit, il faut qu'on aille encore plus loin et encore plus concret. Parce que ça peut être un gros shift qu'on peut faire d'un coup et puis décider qu'on va vers ça. Mais comment est-ce qu'au quotidien, on peut vraiment être sûr que c'est quelque chose qui va drainer notre façon de faire du business? Et donc c'est là qu'on a décidé d'inscrire
d'inscrire ça dans cette raison d'être dans nos statuts. Hein, et donc notre raison d'être, c'est agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone par des solutions qui soient plus sobres en énergie, plus respectueuses de l'environnement, et que ça concilie la performance économique avec un impact positif sur les personnes et la planète. Voilà, l'objectif, c'était de rallier toutes les parties prenantes, à la fois internes et externes d'Engie, autour d'un objectif qui soit commun, qui soit responsable et qui soit engagé. Donc ça, concrètement, hein, je pense qu'on en parlera après, je pense plus sur très concrètement dans les chiffres, comment ça s'est traduit, quels sont les indicateurs qu'on a mis en place, quelles sont les choses qu'on suit pour être certain que ce ne soit pas juste des mots, mais quelque chose de vraiment, vraiment réel et de vraiment engagé dans nos actions au quotidien. Mais très schématiquement, notre changement de business model, c'est au lieu d'essayer de vendre le plus possible d'énergie à un client, on va essayer de faire en sorte qu'il consomme moins et mieux. Et ce sera ça notre mission principale. Au lieu d'être rémunéré sur la quantité d'énergie qu'on vend, et donc plus les gens consommaient, plus on gagnait d'argent, aujourd'hui, plus ils économisent, plus ils font des économies d'énergie et plus ils consomment vert, plus nous-mêmes, on est rémunéré par rapport à ça dans un modèle gagnant-gagnant. Voilà, c'est un peu ça le shift qu'on a fait par rapport à nos métiers pour être en lien avec une raison d'être. Merci Anne-Laure pour ces explications très concrètes. Je me tourne vers vous, Hérol. Je le disais en préambule, vous avez été extrêmement actif lors des travaux préparatoires de la loi Pacte. Et pour vous, la France, avec cette loi, s'est dotée de la société commerciale du futur. Est-ce que vous pourriez nous exposer votre pensée ? Alors effectivement, merci Inès. En fait, oui, j'ai été actif en fait à partir de 2010 dans un groupe de travail qui s'est créé à Mines ParisTech au sein du Collège des Bernardins où une réflexion s'était posée sur la crise de 2008. Premier constat de cette crise de 2008, et c'est là parce que c'est intéressant pour comprendre tout ce que disent tous nos intervenants. Le premier constat de la crise de 2008, c'est un problème de gouvernance d'entreprise. Ce principe de gouvernance d'entreprise ne pouvait passer pour nous que par une étude des réussites et des défaites des entreprises pour comprendre comment elles avaient été. Le premier constat qui est arrivé, c'est que le mot entreprise n'existait pas en droit, très peu en économie. On se résumait à la société, et cette société, elle était tournée vers les actionnaires pour une distribution de dividendes. Alors moi, je peux donner un exemple qui est paru il y a très peu de temps, qui est assez significatif. Imaginez, je ne sais pas si vous connaissez tous les cahiers du cinéma. Les cahiers du cinéma ont été achetés par 2 personnes. Ils ont signé dans la semaine. Le lundi matin, toute la rédaction a démissionné. Qu'est-ce qui restait à ces gens? Du papier. Ils ont compris ce qu'était une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'était cette société commerciale qui s'achetait plus ses parties prenantes. Et quand on a fait ces constats-là, si vous voulez, on s'est dit il faut la moderniser. La moderniser, c'était quoi? Ça a été dit ici, hein, c'est-à-dire rapidement, les parties prenantes, il faut les prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte l'écosystème et il faut prendre les problèmes contemporains que sont le social et l'environnemental. Pourquoi? Parce que l'entreprise, on s'est rendu compte que l'entreprise, et c'est un constat qu'on peut faire tous les jours, par sa puissance, devenait peut-être l'acteur, le meilleur acteur pour une nuisance sur le social et l'environnemental, qu'entre-temps, beaucoup d'innovations s'imposaient à elle. C'est ces innovations, ce qu'on appelle des innovations de rupture, et elle était là les bras ballants. Que troisième temps, les gens ne voulaient plus aller dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle avait du mal à recruter. Et là, il fallait que, quand on est dans cette situation, c'est-à-dire que cette solution, c'était là qu'il fallait donner, justement, casser ces dogmes, donner un pouvoir et créer l'entreprise du futur qui, elle, à ce moment-là, leur permettrait et de prendre conscience et de créer le bouclier dont elles ont besoin. L'actualité, elle, ne nous fait que faveur. Engie est d'ailleurs à l'appui. Si je peux donner des grands exemples, on a vu dans la bataille Veolia-Suez, Engie était présente. Dans la bataille Veolia-Suez, tout le monde a exhibé sa raison d'être et sa mission. Tout le monde. Si vous prenez un des deals que Bruno Le Maire a déclaré comme un des plus beaux deals de l'année, c'est-à-dire la cession de Soufflet à Envivo, le groupe coopératif, qui a une très belle société à mission, elle. Qu'est-ce qu'a dit le patron de Soufflet? Il a dit ce n'est pas une cession, c'est une transmission. Vous voyez, les mots changent, tout change. Et aujourd'hui, Engie, toujours à l'honneur, vend sa filiale Equance. Tous les acteurs arrivent. Le premier, un des acteurs qui est un fonds d'investissement, dit tout de suite, si j'achète, je transforme en société à mission. Vous voyez, elle est rentrée dans le monde des affaires, la société du futur, elle est bien là. Merci Hérol. Effectivement, on abordera les avantages compétitifs à s'engager dans la séquence suivante. Véronique de Gotex nous a rejoint. Bonjour Véronique. Bonjour.
Le groupe Cheval est la première entreprise de votre secteur à s'être engagée vers la société à mission. Pourquoi avez-vous fait le choix d'aller au bout de la fusée Pacte? Alors, effectivement, quand j'ai rejoint c'était le groupe Cheval, venant de grands groupes et puis de cabinets, j'avais travaillé autour de la loi Pacte et je me suis aperçue en faisant, alors par le biais d'un LBO et d'un fonds sur cette société, qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient au niveau de la RSE déjà. Alors bien sûr, on s'appelle TP, mais c'est pas du TP, nous sommes des aménageurs engagés. Je dis nous parce que depuis, j'ai pris la direction générale, stratégie finance et un peu d'actionnariat. Et en fait, c'est un secteur, j'ai écouté effectivement l'intervention d'Anne-Laure Chamard et c'était très intéressant parce que même si on est beaucoup plus petit, les réflexions étaient un peu les mêmes. On est souvent perçu et parce qu'on est au départ, une activité extrêmement pollueuse avec des activités qui impactent évidemment, qui ont un gros impact carbone. Et il y avait une vraie volonté. Alors on est dans c'est un entrepreneur familial et il y a des vraies valeurs avec une vocation sociale, mais aussi environnementale, parce que très ancrée sur un territoire. Donc là, on n'est pas du tout sur l'ampleur de groupes comme Engie, mais bien sûr territorial, ce qui va d'ailleurs dans le sens de la loi Pacte et des engagements que nous, on a pris. Et on s'est dit, finalement, on va aller pousser ces valeurs. Et quand on écoute ce qui était écrit, ce qui s'inscrivait dans l'entreprise à mission, enfin la société à mission, on s'est dit, mais c'est vraiment ce que l'on prône. Donc autant faire passer, non pas à l'acte, parce qu'on était déjà dans les actes, mais dans la démarche pour soutenir. À la fois parce qu'on souhaite afficher haut et clair que tout en étant dans une activité de nature impactante, on peut travailler de manière vertueuse. C'est ce que l'on fait. On peut aussi orienter ces activités. Donc, à titre d'exemple, alors on a 3 volets, le social, évidemment, l'environnemental et le sociétal, territorial. On développe beaucoup d'emplois. On a ce gros volet social de l'apprentissage. Écoutez, Monsieur Macron qui parlait justement, et puis Elisabeth Borne sur toute la partie apprentissage, c'est en train de se développer. Il y a une énorme réussite cette année. Nous, ça fait dans ce groupe 10 ans, 20 ans que c'est le cas, avec 90% d'une population. Alors à notre échelle, on a 10% d'apprentis, d'alternants, et on en embauche 90%. Donc vous voyez que c'est un vrai vivier. Ensuite, sur le volet purement environnemental, eh bien, on a commencé à travailler à l'impact. On a des activités de carrière, on a des industries d'enrobés, de ciment, etc. On fait de la R&D et ça coûte cher. On parlera aussi des moyens. Mais pour travailler avec non plus des énergies fossiles, mais travailler avec des brûleurs bois. Donc, on a une grosse R&D. Et puis, on a lancé des activités extrêmement vertueuses de recyclage. On appelle ça déchetterie professionnelle, mais c'est du recyclage pour donner une seconde vie aux matériaux. Et globalement, il faut savoir que 90% peut se recycler, se retraiter, être réutilisé. Donc, on met vraiment nos efforts là-dessus. Et on a du paysagisme d'excellence. Et alors c'est pas pour dire paysagiste, c'est qu'aujourd'hui il y a l'impact carbone. Comment on lutte? Déjà en travaillant on a 800 moteurs thermiques, c'est pas beaucoup pour certaines entreprises, c'est beaucoup à notre échelle sur le territoire de la Drôme où nous sommes implantés. Eh bien, c'est déjà de changer l'énergie de nos véhicules. Donc, on est en train de passer nos véhicules au gaz vert, au biométhane. On lance des activités de distribution de biométhane et on se pose la question d'aller plus loin vers de la production, mais bon, parce qu'il y a beaucoup de terres agricoles, mais il ne faut pas pervertir les systèmes non plus. Donc ça, c'est un volet, ça va faire baisser notre bilan carbone. Après, de manière plus globale aussi, c'est qu'on a des enjeux au niveau de l'environnement qui sont le carbone, c'est aussi l'eau, la préservation des ressources naturelles. L'eau, aujourd'hui, on en a trop ou pas assez. Eh bien, dans l'aménagement durable, on entend dire arrêtons de mettre du béton, ça va avec la désartificialisation. Donc, c'est tous les sujets stratégiques que l'on intègre. Et on les intègre dans nos activités en mettant des projets d'urbanisation qui prennent en compte cette ressource. Comment on évite les inondations? Comment est-ce qu'on absorbe le trop-plein d'eau et comment est-ce qu'on fait des zones vertes qui récupèrent cette eau et qui permettent effectivement de créer des environnements
beaucoup plus arborés. Alors, on embellit, mais surtout, on baisse le bilan carbone parce qu'il faut savoir qu'un arbre ou des arbres, s'ils sont bien plantés, on baisse le bilan carbone jusqu'à 4 degrés, voire au-delà. Donc, on est dans cette réflexion-là. Et vous voyez que même si on est petit, même si on peut avoir une démarche vertueuse, alors j'allais dire, ça nous coûte beaucoup d'énergie, mais il y a des grandes convictions, donc on n'a pas de souci à les porter. Et ce que l'on espère, c'est faire une trace, parce que tout seul, bien évidemment, à notre échelle, on ne va pas changer l'empreinte globale, mais on espère être un petit peu, enfin, créer une voie et être suivi par nos confrères pour que tout le monde se mette un peu dans cette démarche qui ne peut être, selon moi, qu'une démarche collective. Ça ne peut pas être l'initiative de l'un ou l'autre isolé, ça ne peut être qu'une démarche collective. Je vous remercie Véronique, vous avez complètement raison et c'est tout à fait en lien avec les travaux que le comité a menés un peu plus en amont sur le long terme et on reviendra effectivement sur les conséquences sur l'ensemble de l'écosystème puisque s'engager peut être un apport pour l'entreprise mais aussi pour l'ensemble de ses parties prenantes. Sans plus attendre, je vous propose d'amorcer notre deuxième séquence sur les avantages compétitifs et la mesure. Delphine, le groupe de travail que vous avez présidé publiera d'ici peu ses travaux. Selon vous, il y a des avantages compétitifs à s'engager? Oui, et c'est formidable d'entendre. Alors déjà, lorsque nous avions commencé nos travaux et quand nous commencions à recueillir des témoignages, nous avions la confirmation pratique que notre intuition était la bonne et ce que nous entendons aujourd'hui ne fait que le confirmer. Alors si on essaie d'être un petit peu structuré sur les avantages en termes de compétitivité que ces 3 étages peuvent apporter, et si on commence par le premier, la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux, on peut se dire que cette la première démarche pratique que cela implique, c'est l'anticipation des risques. L'anticipation des risques, c'est l'anticipation des accidents au travail, c'est l'anticipation, bien évidemment, du changement, des conséquences du changement climatique. Toute cette anticipation, ça permet de rendre l'entreprise plus solide en diminuant les externalités négatives. Mais on peut aller plus loin en disant que il y a une compétitivité, il y a des avantages en termes de compétitivité positive, d'externalités positives que l'on tire de cette prise en considération et encore mieux d'une raison d'être. Parce que je pense qu'une raison d'être est quelque chose de très très important. Pourquoi? Parce que en adoptant une raison d'être, une entreprise, comme un humain d'ailleurs, parce que je pense que c'est même important pour soi-même, on se définit un cap. Donc, en termes de direction d'entreprise, on gagne en efficacité, on gagne en lisibilité, on gagne en adhésion de ses employés, qui sont pour moi, c'est même pas une partie prenante les employés, c'est une partie intégrée. Donc, on gagne en adhésion de ses employés, on gagne aussi en adhésion de ses parties prenantes. Cela se traduit en espèces sonnantes et trébuchantes quand on négocie un emprunt bancaire. On voit d'ailleurs, il y avait encore des articles la semaine dernière sur le sujet du succès ahurissant des green bonds qui permettent soit à des États, soit à des entreprises de diminuer les taux d'intérêt si elles atteignent sous condition d'atteinte d'objectifs sociaux et environnementaux relativement ambitieux et adaptés à leur activité. Évidemment, en termes d'attractivité des clients, des talents, et on sait aujourd'hui combien c'est difficile. Et d'ailleurs, je serais très intéressée d'entendre Madame de Cotex sur ce sujet-là et aussi Anne-Laure de Chamard sur savoir, voilà, en termes d'attractivité pour les talents qui sont si rares aujourd'hui, est-ce que c'était important et est-ce que cela a changé quelque chose? Autre exemple d'externalité positive, c'est évidemment le soutien de ses actionnaires parce que les investisseurs ne sont pas seulement des fournisseurs de capital, ils sont aussi des partenaires sur le long terme si on les choisit comme cela. Je veux dire, je l'ai vu à l'époque où j'étais chez Schneider Electric, il est très clair que les ambitions sociales et environnementales, et je peux même parler des engagements d'une société qui affirme des ambitions fortes de ce point de vue-là, permet d'attirer des investisseurs plus long terme que l'affichage de simples objectifs financiers.
Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour des exemples, anticipation des risques, attractivité des clients, des talents. Est-ce que j'en ai oublié? Oui, la loyauté de ses partenaires. Et on a vu qu'avec le Covid, la loyauté des partenaires permettait de s'en sortir mieux que les autres parce qu'on a le soutien de ses bailleurs, on a le soutien de ses fournisseurs, on a le soutien de ses clients. Voilà, cela replace l'entreprise dans son écosystème. Cela rappelle que l'entreprise est plus solide. Et alors là, je vais même citer Antoine Frérot et Rodolphe Durand. Vous savez qu'ils ont sorti un livre la semaine dernière, L'entreprise de demain pour un nouveau récit. J'ai beaucoup aimé cet extrait qui était paru dans la critique publiée dans les Échos. Aujourd'hui, demain, dans les années à venir, nos entreprises n'existeront qu'en étant utiles à la société et c'est de cette utilité qu'elles tireront leur prospérité et la force d'avancer. Et je trouve que de lier la prospérité à l'utilité et donc au questionnement sur cette utilité qui se traduit par un outil très simple qui est la raison d'être, eh bien, l'entreprise peut générer ces effets très positifs. Merci Delphine, vous évoquiez le cap, la boussole. Je me tourne vers Anne-Laure. Anne-Laure, lorsqu'Engie a fait le choix d'aligner sa stratégie avec la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux et la transition énergétique, est-ce que cela s'est traduit en chiffres? Et puis tout à l'heure, vous évoquiez le sujet de la mesure, des indicateurs. Peut-être que vous pourriez nous en dire davantage. Alors, tout à fait. Alors, je pense que pour rejoindre ce que disait Delphine juste avant, il y a à la fois des sujets sur un impact fort en termes de chiffres sur l'ensemble de nos parties prenantes, mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure dans la troisième partie. Mais sinon, très concrètement, en chiffres, ce qui s'est passé, c'est que ça nous a permis de vraiment focuser notre développement et notre stratégie sur des enjeux très clairs pour tout le monde, pour l'ensemble du groupe. Et donc de pouvoir avoir une sorte de first mover advantage, parce que c'était quand même un revirement qu'on était un peu les premiers à faire, qui d'ailleurs au démarrage n'était pas très compris du marché, qui nous trouvait un peu fous de devoir d'arrêter des activités qui margeaient, qui avaient de très fortes marges pour investir dans des activités qui à l'époque margeaient très peu. Je veux dire, le renouvelable en 2015 fonctionnait à coup de subventions et encore qui était très irrégulière. Donc il y avait un peu cette incompréhension du marché, mais, et c'est là que je rejoins ce que disait Delphine, ce sujet de se dire, finalement, si on sait qu'on investit dans des activités qui de toute façon feront sens à très long terme, alors de toute façon, même si le marché ne l'a pas encore vu, le marché le verra et à terme se réalignera par rapport à ça. Et ça, ce first mover advantage, ça nous a vraiment permis d'investir très fort dans du renouvelable. On est devenu numéro 1 dans l'éolien en France, numéro 1 dans le monde, dans les réseaux de froid urbains qui sont beaucoup moins coûteux en énergie que les climatisations de bâtiments. Numéro 2 en Europe sur les bornes de recharge électrique, etc. Donc on a vraiment pu partir avant les autres sur un certain nombre de domaines. Ce que ça nous a permis très concrètement aussi, c'est de réduire du coup 60% nos émissions de CO2 en 4 ans. Et on continue. Et très basiquement, sur nos résultats financiers, on était en décroissance depuis plusieurs années et nos résultats qui faisaient des décroissances de moins 14% par an, etc., sont redevenus à nouveau positifs. Et en 2014, alors j'enlève l'année 2020, qui était l'année Covid, mais où on s'en est bien sorti, mais les années précédentes, on était à plus 14% de reprise parce que justement, finalement, cet alignement correspondait à ce qui était attendu dans un monde, dans des gouvernements, dans des États, dans des villes et auprès d'une population qui attend un vrai alignement entre les enjeux socio-environnementaux et les activités de l'entreprise. Alors en termes d'indicateurs, les engagements qu'on a pris sont très concrets. Donc sur la partie environnement, on s'est engagé à être zéro carbone en 2045 sur l'ensemble de nos scopes, ce qui pour une entreprise d'énergie est extrêmement ambitieux. Et on s'est engagé sur une date bien plus en amont que le reste de notre écosystème, que l'Union européenne, etc. Ce qui veut dire un vrai engagement en termes de coût pour nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait qu'on puisse prendre maintenant, parce qu'on est sur des cycles d'investissement tellement longs que si on investit aujourd'hui dans les actifs qui ne nous permettront pas d'être neutres en carbone en 2045, c'est fichu. Donc, il y a vraiment ça qui a dû se mettre en place dans
toute la façon dont on fait du business. Donc, on a des budgets carbone avec une trajectoire carbone très précise qui suit le well below 2 degrés avec en fait une trajectoire carbone. On dit chaque année, on n'a pas le droit de dépenser de plus de tant de carbone pour arriver à la neutralité en 2045. Très concrètement, ça veut dire que pour chaque activité, on a un budget carbone à dépenser, tout comme les gens ont un budget de CAPEX, on a un budget de carbone. Et si jamais on a atteint notre budget de carbone, eh ben, on ne peut plus dépenser. Si jamais... voilà, donc il y a vraiment ça, et ça a un impact fort. Hein. Il y a des projets qu'on ne fait pas en se disant, bah, désolé, on n'a pas assez de budget carbone pour se permettre ce projet-là aujourd'hui. Donc c'est très concrètement mis dans notre façon de faire du business. On a également un prix du carbone qui est dans toutes nos décisions d'investissement. Donc on veut faire un projet qui est plus carboné qu'un autre, et ben c'est internalisé dans le prix. Et même si on est dans une région du monde qui n'a pas de prix du carbone, on en a mis un, nous, artificiellement, pour nous obliger à prendre des décisions qui prennent ça en compte. Et ensuite, très concrètement, on a des choses qui sont... on a mis des critères non financiers très forts dans les objectifs des 500... du top management, hein, du top 500 du groupe, avec des critères ESG qui font 35% du bonus des gens, hein, de leurs objectifs de profitabilité. C'est des critères ESG. Donc, c'est les émissions de CO2, c'est est-ce qu'on croît suffisamment vite dans le renouvelable, des enjeux de diversité, etc. Et donc, ça, c'est un tiers hein, de ce qu'ils vont toucher. Et donc, c'est suivi de très près. Après, il y a aussi l'aspect people, hein, donc sur nos engagements par rapport à la société et pas que par rapport à l'environnement. Avec là une politique proactive très forte sur notamment la mixité, hein, la part des femmes dans le management du groupe. On est extrêmement très engagé là-dessus. Hein, on est la seule société du CAC 40 à avoir un CEO femme. Et on a des objectifs pour une société industrielle dans l'énergie qui donc naturellement a des viviers de talents qui sont assez masculins, d'arriver à un objectif 2030 de 50% de femmes dans le management du groupe et au moins 40% dans le COMEX du groupe, sachant que là, on y est presque. Hein. Donc, il y a un vrai sujet d'indicateurs très concrets, et ça aussi, c'est dans les objectifs bonus de tous les managers qui doivent recruter des femmes et promouvoir des femmes en manager, et ça fait partie de leur rémunération. Voilà, donc il y a des sujets, tout ce qu'il y a autour de la diversité, de l'inclusion, sur lequel on essaye vraiment de l'ancrer de manière très concrète dans les actions de tous les jours pour être en lien avec notre raison d'être sur l'environnement et la société. Voilà. Merci Anne-Laure, on le voit, c'est un engagement à 360. Vous avez évoqué notamment la question du coût. Alors on reste à distance avec Véronique. Véronique, tout à l'heure vous évoquiez le sujet du coût. Je ne sais pas si vous avez des éléments pour nous répondre, puisqu'effectivement on vient d'avoir le point de vue d'un grand groupe coté. Ce serait intéressant d'avoir également votre point de vue, Véronique, avant d'aborder le sujet de l'audit notamment. Alors oui, en termes de coûts, alors il y a bien sûr que ça représente. Alors moi j'aime bien faire la différence entre coût et investissement. Si on se dit que ça n'est qu'un coût, c'est qu'effectivement on veut couvrir le réglementaire et se mettre en conformité. J'ai plutôt envie de l'aborder, c'est voilà, de partir de certaines contraintes, parce qu'une société à mission, ce sont des contraintes, et de les tourner en opportunités. Alors on les a tournées en opportunités, et ça vous verrez à chaque étape, j'essaierai de vous montrer quels sont les engagements. Alors déjà, évidemment, si on regarde les collaborateurs et les talents, et puis ça me permettra j'étais très en ligne avec ce que Anne-Laure Chamard et puis Delphine également exprimaient, mais en termes de talents, on attire beaucoup plus de talents, on commence à le sentir parce qu'il y a du sens et des valeurs. Donc le fait de communiquer autour de ça, il y a un très gros volet communication, mais il ne faut pas que ce soit du greenwashing, hein. C'est vraiment de la communication profonde sur le sens, parce qu'on ne trompe pas les gens dans la durée. Donc, on lance, du coup, pour attirer ces talents aussi, beaucoup de démarches sur des projets transverses. Et pareil, cette culture du transversal et des projets, c'est à la fois motivant, ça prend aussi beaucoup de temps, et une fois que c'est bien mis en place, on a le retour sur investissement. En termes donc on a lancé beaucoup de projets, par exemple, on a du béton, on a lancé des initiatives de la R&D, innovation, InnoBéton, pour voir comment est-ce qu'on pouvait travailler sur du béton recyclé. Il y a des coûts, parce que quand on veut transformer toute sa flotte de poids lourds, etc., ou de moteurs thermiques en gaz vert, eh bien, il faut savoir aujourd'hui que la prime à la vertu, elle est très, très chère. Hein. On s'achète vraiment cette vertu. Il y a un surcoût
de 30%, qui est évidemment pas compensé avec le gain sur le combustible lui-même. Donc oui, on est obligé d'investir. Sauf que je viendrai après sur la chaîne globale, c'est qu'aujourd'hui, c'est un surcoût qu'on espère être un investissement parce qu'on a des clients, parce qu'il y a des territoires, on le voit bien qu'il y a des villes déjà qui ferment leurs portes aux moteurs diesel et aux poids lourds diesel. Donc ça va être aussi un droit d'accès, ça fermera des portes. À défaut d'être un gain immédiat, en tout cas, ça évitera de perdre des marchés, notamment nous qui fonctionnons aussi avec des pouvoirs publics. Il y a aussi des coûts parce qu'on investit dans de nouvelles activités. On est très économie circulaire. Donc, bien évidemment que dans notre trajectoire stratégique, il y a des gros investissements. Encore une fois, je vais utiliser le mot investissement. On va travailler une filière bois, par exemple, très à fond pour recycler le bois qui peut partir dans du chauffage, évidemment dans le chauffage. Donc, il faut des gros équipements, des gros actifs, en tout cas à notre échelle. Donc tout ça, ce sont des coûts. Après, si on parle de coûts de la mise en œuvre de la démarche, oui, il faut un comité de mission, il faut des projets, donc des équipes dédiées, et donc toute l'agilité pour quand on a des moyens qui sont, même si on en alloue, mais qui sont limités, toute l'agilité, c'est de mixer le développement stratégique avec cet enjeu de société à mission, mais je vais dire de manière plus large, de couvrir les enjeux d'un environnement durable, du respect de l'environnement et de tous ces enjeux qui nous dépassent et qui dépassent le simple cadre de l'entreprise. Donc, c'est ce que l'on essaie de faire. Donc, on se dit qu'on investit de plus en plus. Et oui, on a revu notre trajectoire stratégique en revoyant aussi notre trajectoire carbone. Ça infléchit la stratégie vers des activités plus d'économie circulaire, avec du recyclage, avec l'intégration de certaines activités, où par exemple on va faire de la déconstruction, on investit dans la déconstruction de manière à pouvoir travailler des friches industrielles et ne pas artificialiser les sols. Donc il y a ces coûts-là, il y a le fait qu'on s'est fait accompagner par un organisme évidemment tiers indépendant, qui est celui qui nous auditera dans quelques mois. On a fait le choix d'avoir aussi une mission de conseil avec une sorte de revue critique. Tout ça, ce sont des coûts supplémentaires, hein, bien évidemment, mais on espère qu'à terme, il y aura un retour. Alors, on le mesure aussi, on a beaucoup d'indicateurs. Alors, je vais peut-être couvrir ces aspects-là. Il y a un indicateur qu'on ne mesure pas instantanément, mais qu'on commence à percevoir parce qu'on est fortement sollicité par des parties prenantes, c'est que c'est l'image de l'entreprise qui change. Elle change déjà auprès des collaborateurs et des talents. On voit, ils sont en recherche de sens, ils sont en recherche de valeurs. Il y en a des valeurs. Hein. Dans les entreprises familiales, il y a toujours des valeurs très fortes, sociales et environnementales et territoriales, parce qu'ils sont vraiment inscrits et acteurs sur leur territoire. Mais le fait de les communiquer et de les mettre en action, on voit bien qu'on commence à attirer des profils différents et plus loin. Avant, c'était très local. On voit qu'il y a des gens qui sont capables de se délocaliser. Ça va aussi dans le sens de fuir parfois la capitale pour aller dans des territoires plus agréables peut-être et plus verts. Donc, on a ces démarches transverses qui intéressent. Les nouvelles générations aiment le transversal plutôt que les modèles un peu plus traditionnels, hiérarchiques. Donc, on essaye de lancer des modèles start-up dans l'organisation. Et puis, il y a des initiatives aussi très ponctuelles, mais qui plaisent. Puisqu'on a la chance d'avoir aussi du paysagisme et de l'aménagement vert, eh bien, chaque fois qu'on va travailler sur des projets qui vont dans ce sens-là, on va planter des arbres à notre... alors, c'est nous qui le décidons, en disant chaque fois qu'on va faire des travaux durables, on va rajouter, on va offrir au territoire des arbres. Et puisqu'on sait que ces arbres amènent et de la fraîcheur et en même temps baissent le bilan carbone, c'est un moyen, plutôt que d'aller l'acheter dans des sociétés qui ont monté leur business model autour de ça. Voilà, on les plante nous-mêmes. Ensuite, pour les parties prenantes, l'État notamment et les pouvoirs publics. On travaille avec les pouvoirs publics et on voit bien qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre sont sensibles à ça. Alors, je regrette un peu, je déplore un peu que ça n'aille pas un peu plus vite, mais bon, on va laisser
On va laisser le temps au temps. Mais pour que ce soit reconnu, on sent qu'il y a une appétence à titre des individus. Les modèles ne suivent pas encore complètement, mais on voit quand on répond qu'il y a déjà de plus en plus de volets qui touchent autour de l'environnement et de cet engagement à mission. Donc forcément, ça œuvre dans le bon sens et on se dit que c'est aussi une sorte d'investissement ou de différenciation. Auprès des clients, c'est pareil. De plus en plus, ils exigent des gens comme Engie, mais aussi d'autres, exigent qu'on soit dans une démarche vertueuse, RSE, remplir certains aspects de compliance ou d'environnement. Bon, bah là, au moins, c'est clairement affiché. Des fournisseurs, c'est pareil. Et nous, on le fait avec nos fournisseurs. On demande à ce qu'ils soient aussi vertueux de manière à intégrer la chaîne. Pour les collaborateurs, je vais dire que c'est aussi une croissance durable dans les deux sens. Durable parce qu'on travaille l'environnement, mais durable aussi parce qu'on le fait en le liant à la stratégie. Et je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est qu'on ne peut pas, en tout cas moi j'ai stratégie et finance dans mon périmètre et l'entreprise à mission, on ne peut pas déconnecter l'économique de cet environnemental et de ses grandes vertus. Donc il faut le faire de manière très pertinente en se disant comment est-ce que tout ça, ça peut générer à terme une rentabilité pérenne. C'est là-dedans qu'on s'est inscrit. Ce qui m'amène au dernier volet qui est le financier, puisque vous en avez parlé, c'est de lier ça à l'intérêt économique. Parce que si on veut que l'entreprise dure, bien évidemment, il faut qu'elle vive et qu'elle arrive à générer une rentabilité. Et on voit qu'aujourd'hui, tout le monde s'inscrit là-dedans, puisque nous, on a fait entrer des investisseurs, dont BPI, qui est la banque du gouvernement, et qui s'est intéressé, et pas que. Et on a eu la sollicitation de nombreux fonds verts. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus dans les milieux financiers dans lesquels j'ai un peu œuvré, qu'il y a ces fonds verts et qui sont des fonds long terme par rapport à d'autres fonds qui cherchent de la rentabilité et des cycles plus court terme. On est vraiment dans ce devenir. Et enfin, je conclurai avec le dernier volet qui est la taxonomie, où on va sortir des rapports non financiers et financiers qui lient les deux avec l'identification de tous ces projets, de tous ces chiffres d'affaires. Donc on voit bien que quelque part, ce qui est parti, c'est une mécanique où, allez, on n'a pas d'autre choix que d'y aller. C'est un peu les entreprises sont quelque part le bras armé de l'État et de ce qui doit se faire. C'est évidemment une responsabilité individuelle, collective et d'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on est dans une entreprise, on sait que ça coûte, on sait qu'on va tout faire pour que ce ne soit que des investissements à terme, et en tout cas que ça soit le moyen de durer, d'être durable et de pérenniser nos entreprises et de pérenniser, allez, on va dire la planète, on va utiliser ce mot, et l'environnement pour les générations actuelles et futures. Ça semble un peu idéaliste, mais croyez-moi qu'on est sur le terrain et qu'on veille et qu'aujourd'hui, les chiffres confirment que même en étant vertueux, on peut être rentable. Merci Véronique. Vos trois interventions, à la fois celle de Delphine, Anne-Laure et la vôtre, sont très complémentaires puisqu'elles démontrent effectivement que ça devient un sujet inévitable et qu'il peut être vecteur de croissance. On vient d'évoquer le sujet financier et Roch, je me tourne vers vous. Il y a aussi, lorsqu'on fait le choix d'activer l'ensemble des possibilités de la loi Pacte, des avantages compétitifs juridiques, notamment d'anticipation des risques à s'engager. Alors, j'ai pas envie de vous décevoir tout de suite, mais la loi Pacte ne dit rien. Elle est très très laconique. C'est d'ailleurs pour ça que les gens, je veux dire, se sont lancés dedans d'ailleurs parce qu'elle était simple à comprendre. Non, c'est l'unité de l'art, c'est ce qu'on vient de dire pour les entreprises qui sont en train de le créer. Je veux dire, on le comprend très bien. On a entendu Véronique, on a vu à quel point c'est rentré dans son business model, mais à l'intérieur d'elle aussi d'ailleurs quand elle en parle. Donc là, elle a cette force, vous voyez, quand elle en parle. Mais moi, si je devais rester praticien du droit et ce qu'on est nous aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on rédige des raisons d'être, des missions, quand on fait des comités de mission, et à nos clients, on dit d'être très sensible et de ne pas sous-estimer ces trois étages de la fusée de la loi Pacte, et notamment l'article 1833 du Code civil, qui a été évoqué tout à l'heure. Cet article 1833 du Code civil qui dit qu'il faut prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. À mon sens, aujourd'hui, si on le sous-estime, on risque effectivement de ne pas trouver le bouclier qu'on recherche. Ce bouclier est trouvé, à mon sens, si on fait un très bon travail en matière de raison d'être et de société à mission. Puisqu'on sera dans le cadre de notre activité, on pourra le faire.
je considère qu'il faut le faire avec précision à ce moment-là, parce que c'est comme ça qu'on obtiendra ce bouclier pour les entreprises. Il faut imaginer, nous aussi, sur plus de tout ceci, on fait une surveillance aujourd'hui sur tout ce qui se passe, sur les raisons d'être qui sont publiées, les sociétés à mission, l'actualité dans un site qui s'appelle sociétéadmission.com. La communauté des entreprises à mission fait la même chose. Nous, on lit l'actualité à tout ceci, l'actualité économique. Et justement, on peut comprendre ce que dit l'économie vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui et des travaux qui sont faits aujourd'hui. Alors, on peut constater effectivement que certaines entreprises qui ont été un peu hâtives dans leur démarche, qui ont été un peu vite, et c'est très bien d'ailleurs, il y a eu un élan qui est magnifique, hein, il faut avouer. Aujourd'hui, elles veulent muscler leur raison d'être, veulent muscler leurs engagements parce qu'ils se rendent compte que finalement, ce qu'ils ont promis n'est pas assez par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Bah vous voyez qu'on est bien rentré dans le business plan de l'entreprise, vous voyez, ça y est, on est dedans. On est en plein dans le business plan d'entreprise. Rappelez-vous aussi de ce qu'étaient les problèmes de la RSE avant, qui se disait toujours, mais moi je suis à côté de l'entreprise. Vous voyez? Donc là, vous voyez, on vient de passer un cap. Ce cap, les entreprises viennent de vous le donner. Et le droit, lui, de toute façon, aujourd'hui, s'exprime pas énormément, il faut avouer. Mais ma casquette d'avocat, là, je dis qu'il faut un peu de vigilance. Voilà. Il faut être vigilant. C'est pas parce que ça s'appelle une fusée à 3 étages que c'est quelque chose de très gentil. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà. Et vous avez complètement raison, et je vous inviterai, lorsque le guide du groupe de travail présidé par Delphine sera publié, à le lire avec attention, parce qu'on évoque notamment les risques, et puis l'engagement est engageant, donc il faut effectivement faire attention à ce que l'on écrit et à ce que l'on fait. Merci à tous les quatre. Je vous propose d'aborder notre troisième séquence, quid des parties prenantes, et je me retourne à nouveau vers Véronique. Alors Véronique, vous avez largement abordé le sujet des parties prenantes juste à l'instant en expliquant qu'elles attendaient beaucoup des entreprises aujourd'hui. Votre groupe est implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes. Avez-vous perçu l'effet de vos engagements sur vos parties prenantes locales notamment? Voilà. Oui, je crois qu'on a un souci de connexion. Véronique. Merci beaucoup à Erol pour son... Ah, oui, allô? C'est bon, on vous entend, pardon, allez-y. Vous m'entendez? Vous êtes arrêté à Erol. D'abord, je rappelle d'avoir l'engagement. C'est vrai que quand on commence à se pencher sur tout ce qui est entreprise à mission, on a vite tendance à s'emballer, en tout cas moi, parce que je crois vraiment au sujet. Et alors, pour les parties prenantes, il y a deux volets. Par contre, j'ai changé d'endroit, ça va faire du bruit. Je vais essayer de me mettre un peu plus à l'abri. Désolée. Donc, sur les parties prenantes, je disais, il y a l'engagement des individus. Donc, on voit que très clairement, on a mobilisé les équipes, on a mobilisé les individus. On a fait un gros événement où on a attiré pas mal de monde. Et on a senti, on va appeler ça la sensibilité des élus sur le territoire. Alors nous, on a essayé sur le territoire, bien évidemment, Rhône-Alpes-Auvergne. Et derrière, après, il y a comment est-ce que ça se traduit, puisque ça, c'est votre question. Eh bien, comment ça se traduit, aujourd'hui, c'est un petit peu lent. On aimerait qu'il y ait un petit peu plus d'action. Ça y est, je me suis mis plus au calme, je suis désolée. On aimerait qu'il y ait beaucoup plus de traduction sur le terrain, mais on sent que ça commence. Simplement, encore une fois, je vous le disais, les modèles évoluent beaucoup plus lentement. Les mentalités évoluent très vite sur ces sujets-là. Je suis assez d'accord avec ce que disait Erol précédemment. Ça évolue vraiment très vite. C'est les modèles et les systèmes administratifs et les systèmes, tout l'écosystème qui évolue un tout petit peu plus lentement, mais c'est en train de bouger. Nous, concrètement, il faut faire de la communication, il faut faire savoir. Pas faire savoir qu'on est une société à mission, mais ce qui manque un peu, c'est de la lisibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, société à mission? Qu'est-ce que ça sous-entend? Donc, il faut faire un peu ce travail pédagogique que l'on a fait. Et là, on commence à avoir les retours, c'est-à-dire qu'on est sollicité par des acteurs ou préféré par des acteurs locaux, territoriaux, voire en dehors. Mais du coup, nous, on essaie de ne pas répondre au chant des sirènes. Hein. Il faut être à la hauteur de ses moyens, de ses ambitions. Et donc, on reste sur notre territoire, mais on voit qu'on est sollicité et que ça attire de nouveaux types de clients ou de nouveaux clients dans une nouvelle démarche.
on n'est pas encore sur une relation, allez, on ne voit pas encore un avantage concurrentiel, si je parle stratégie flagrant, qui se matérialise sur un prix, mais en tout cas sur une démarche et une intention, très clairement, oui. Ce qui agace d'ailleurs parfois autour, hein, mais j'allais dire que les gens répondent de manière vertueuse en s'inscrivant aussi dans ce genre de démarche. Donc, la réponse, pour faire de manière synthétique, côté pouvoir public, oui, on sent qu'il y a et une appétence et une envie et une volonté clairement affichée d'aller, de soutenir tous ces engagements. Société à mission ou pas, peu importe, hein, mais en tout cas tous ces engagements vertueux. Les clients et fournisseurs, soit par conviction aussi, également, soit par un peu obligation, parce qu'on sent qu'il y a une démarche, une tendance qui est partie et qu'on ne va pas revenir en arrière aujourd'hui. Donc, autant y aller avec plutôt une bonne volonté. Donc, on commence à en mesurer les effets. Et là où on mesure vraiment les effets, c'est sur les talents, le recrutement et sur le financier. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire, désolée pour le bruit tout à l'heure, mais voilà, on commence à mesurer des perceptions et la notoriété aussi, parce que forcément, ça donne une image beaucoup plus vertueuse que dire on est un ménageur traditionnel. Merci Véronique, c'est effectivement très encourageant pour les dirigeants et les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui. Erol, finalement, quand on écoute l'ensemble des intervenants aujourd'hui, alors s'engager à la fois sur le premier, le deuxième, et puis même aller jusqu'à la société à mission, c'est recréer de la confiance dans l'écosystème. Oui, on vient de vous le dire, hein, on est passé des promesses aux engagements. Donc, si on passe de ces promesses aux engagements, effectivement, déjà dans la construction d'une société à mission, on voit bien c'est une co-construction déjà, vous voyez, donc ça change. Si vous imaginez demain quel est le mode de raisonnement qu'ont pris, que ce soit Anne-Laure, que ce soit Véronique, ils ont tous parlé de la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont mis de la cohérence dans leurs actions. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus être incohérents. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils font de la cohérence? C'est-à-dire qu'ils vont créer des co-engagés, c'est-à-dire des gens qui vont travailler avec eux. Voilà. Vous savez, ça c'est le début, vous savez, vous partez sur un début de l'innovation, si vous voulez. C'est les débuts de l'innovation. Vous voyez, on y arrive à la société à mission, vous voyez. On est exactement dans le champ de la société à mission. Mais vous savez pourquoi? Parce que pendant longtemps, l'entreprise, alors je suis au MEDEF et je peux me permettre de le dire, hein, c'était un indéterminé financier de l'entreprise. Quand vous allez voir un banquier, il vous dit, bah, je sais pas, je vais donner de l'argent à une entreprise, je sais pas si elle va en gagner, je sais pas si elle va en perdre, je sais pas, on sait pas. C'est cette chose-là. Comment justement, on s'était dit à ce moment-là, et on se dit toujours, comment rétablir la confiance? La confiance, elle va se rétablir en cassant la défiance qui va être prise et on va y remettre tout de suite une confiance vis-à-vis de l'entreprise, mais surtout de sa gouvernance. Et ces deux polarités de confiance qu'on va rapporter dans la société à mission, elles vont permettre des exemples simples. Si vous prenez l'État en général, il prenait toujours la relation capital-travail. Il vous disait, je vous donne de l'argent, gardez le salariat. Aujourd'hui, il ne va plus vous poser la question de garder le salariat. Il sait que c'est inscrit dans votre business model. Donc lui, il va aller dans un système de confiance. Véronique le dit elle-même, elle est dans un territoire. Imaginez, je pense que la plus grande crainte que pourra avoir aujourd'hui dans le bâtiment, les territoires, on va le dire, ce sont ces grandes constructions qu'on appelle les éoliennes. C'est très bien quand ça fonctionne. Imaginez si demain cette éolienne s'arrête et elle devient un point mort dans le paysage. Qu'est-ce que veut le maire du village? Qu'est-ce que veut le département? C'est que les engagements soient pris, que la feuille de route soit claire, que tout le monde sache ce qu'il faut faire si cela arrive. C'est ça la société à mission. C'est-à-dire que les engagements vont passer de l'un à l'autre. Les mairies auront exactement le même raisonnement. Un banquier, aujourd'hui, prendra le même raisonnement. Regardez, tout l'argent qui vient vers la finance verte va commencer à prendre la finance business verte. Donc, si vous voulez, tout est en train de se construire pas à pas, tout est là. Donc, il suffira à ce moment-là de les prendre et de pouvoir les faire travailler ensemble. Et je pense que de toute façon, de société à mission, elles se reconnaîtront toutes entre elles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elles travailleront ensemble. Voilà. Merci Erol. Delphine, on vient d'entendre le témoignage de Véronique qui a été jusqu'à la société à mission. Est-ce que pour avoir un impact positif, il faut aller jusqu'au 3e étage de la fusée Pacte, ou est-ce que s'arrêter avant est quand même gage de confiance, de croissance? Oui, alors je pense effectivement que moi je fais partie de ceux qui voient la société à mission comme
un univers tout à fait particulier qui ne doit pas être banalisé. C'est un engagement tout à fait spécifique des entreprises qui ont décidé d'adopter ce statut. Et on le sent d'ailleurs très fort avec le témoignage de Véronique. C'est vraiment une transformation, une vraie réflexion profonde sur sa stratégie, sur plein de choses. L'étage d'en dessous, qui est celui facultatif également de la raison d'être, pour moi, offre cette même possibilité d'apporter, avec un engagement moins fort, moins intégré que celui de la société à mission, mais qui est déjà très puissant en termes de mesure des effets positifs sur son écosystème et mesurer son utilité. Et je pense, cela dit, et j'entends très bien ce que disait Véronique tout à l'heure, de dire, mais pour... voilà, à un moment où on nous demande des preuves de ce que l'on dit. Et c'est ce qui caractérise justement la société à mission. Il y a aussi des sociétés qui ont adopté une raison d'être, et l'exemple d'Engie qu'exposait Anne-Laure de Chamard était très clair de ce point de vue-là, qui ont associé à leur raison d'être, à leur purpose, comme on dit dans le langage anglo-saxon, qui ont associé des indicateurs. Et c'est une démarche qui, pour moi, est indispensable parce que affirmer une raison d'être et se fixer un objectif dans le futur sans s'engager sur des indicateurs mesurables, transparents, déclarés, suivis et dont on peut expliquer pourquoi on a divergé de la même façon qu'on explique ces divergences par rapport au budget financier. J'aimais beaucoup aussi cette analogie avec le budget carbone. Je trouve ça génial. Il faudrait même un budget ressources humaines parce que ça aussi, ça fait partie des ressources qui ne sont pas complètement illimitées. Eh bien, du coup, je trouve effectivement très important de se dire que lorsque la société a décidé de se doter d'une raison d'être, eh bien, elle se dote aussi d'un corps d'indicateurs. Alors, à chaque activité, son purpose, sa raison d'être, mais à chaque activité, à chaque société aussi, ses indicateurs pertinents. Et là, je pense qu'on peut tout à fait utilement renvoyer à un autre webinaire qui avait eu lieu en juin où Bruno Roche, qui dirige un think tank sur le sujet, s'était exprimé et avait de façon très très claire exposé le fait que la définition d'un purpose était un outil essentiel de la stratégie de l'entreprise parce que ça lui permettait de mesurer son impact sur l'écosystème qui était tout aussi important que son impact financier, qui sont des choses complètement imbriquées l'un dans l'autre. Donc oui, je pense que dans cette démarche de formulation des indicateurs, de publication de ces indicateurs, de suivi de ces indicateurs dans le temps, eh bien, un dialogue avec les parties prenantes concernées est nécessaire. Et alors on peut parler du dialogue social pour certains indicateurs, le dialogue avec les fournisseurs, le dialogue avec les actionnaires, le dialogue avec les banquiers, le dialogue... Voilà. Le dialogue évidemment avec la communauté dans laquelle, la communauté territoriale, les territoires dans lesquels on agit, sont des choses essentielles pour mesurer la façon dont on réalise son purpose et ses objectifs financiers et extra-financiers. Alors, je me disais tout à l'heure qu'on pourrait renommer la semaine de l'entreprise responsable après ce séminaire, la semaine de l'entreprise responsable, inclusive et profitable. Merci Delphine. Je me tourne vers Anne-Laure de Chamard à distance pour avoir votre expérience très pratique sur le vecteur d'attractivité. Est-ce que votre engagement s'est traduit notamment vis-à-vis des talents en une entreprise plus attractive? Tout à l'heure, Véronique nous parlait de l'image. J'imagine que sur Engie, le sujet est le même. Mais complètement. Quand je nous reconnaissais beaucoup dans ce que Véronique disait sur en fait l'impact très fort qu'on a eu très vite tout de suite, c'est l'impact en fait en termes de l'attraction des talents. On est maintenant le troisième recruteur en France chez Engie. On a drastiquement le fait d'avoir vraiment changé à la fois recentrer notre stratégie en prenant fortement en compte les enjeux environnementaux et sociaux et à la fois nous a doté d'une raison d'être pour aller encore plus loin. Notre taux de rétention d'employés a drastiquement baissé parce que finalement,
pour les salariés, travailler sur un projet qui fait sens à leurs yeux, qui est aligné par rapport à leurs valeurs, en cohérence avec leurs aspirations, etc., et qui sont, on le sait, hein, on est dans un monde où il y a de plus en plus de génération Z, de millennials, où ce genre de sujet est de plus en plus important et vécu fortement. Et donc, finalement, aller travailler dans une entreprise qui a ça à cœur, c'est quelque chose qui, à la fois, fait en sorte que les gens restent et qu'on attire énormément de talents. Et typiquement, dans les 5 dernières années, quand on a fait ce shift d'être un énorme producteur, un mastodonte de producteurs d'énergie à, en fait, on veut être un des leaders de la transition énergétique, on recevait historiquement à peu près 200 000 CV par an. Et on a vu que ça a grimpé, on en reçoit 800 000, 900 000 par an maintenant, tellement finalement ça fait sens pour les jeunes aujourd'hui, pour les talents et pour les leaders de demain, d'aller rejoindre ces sociétés dans ces domaines-là qui pensent justement à l'alignement entre ce que doit faire une entreprise et son rôle vis-à-vis de la société et de l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu très très fort, et donc je rejoins beaucoup ce que disait Véronique tout à l'heure. Après, en termes d'attractivité client, alors pour nous, c'est un sujet qui a été très fort puisque c'est notre business model qui a complètement changé. Donc, et là, je rejoins ce que disait Eréol, c'est qu'il y a vraiment, il y a eu cet engouement en fait d'énormément d'acteurs en se disant, bon bah, effectivement, c'est quelque chose qui est important, il faut qu'on le prenne en compte, il faut qu'on prenne les engagements. Et donc, il y a eu énormément de pledges là-dessus, sur, bon bah, on va réduire notre consommation d'énergie, on va s'engager pour être neutre en carbone à horizon X ou Y, on va verdir notre énergie. Mais alors après, très concrètement, comment le faire? Quels sont les moyens opérationnels? Comment le mettre en œuvre? Il y en a beaucoup qui sont perdus, qui disent, bon, bah, voilà. Et donc, nous, ça a été une manne de business en plus qui est arrivée, à la fois de territoires, de villes, d'États, on a au Canada, Ottawa, etc., qui sont venus en disant, voilà, on veut être neutre en carbone, aidez-nous, faites-nous notre assessment, conseillez-nous sur comment est-ce qu'on peut le faire, reprenez toutes nos utilities, toutes nos installations énergétiques, aidez-nous à les transformer pour qu'elles deviennent plus efficaces, à apporter de l'énergie verte sur le reste de l'énergie qu'on doit et à nous décarboner. Et donc on a eu ça à la fois pour beaucoup d'entités publiques et beaucoup d'industriels privés ou des grands acteurs. Hein. Typiquement, bah, si je prends des exemples très concrets récents, on a Google qui est venu nous voir en disant, voilà, nous, on veut avoir décarboné 80% de nos opérations d'ici 2022. Donc, il faut que vous nous aidiez massivement à mettre en place de la fourniture d'énergie éolien, solaire, pour que tous nos data centers, etc., puissent être alimentés par de l'énergie verte. Il y a Michelin à Clermont-Ferrand, c'est un exemple que Véronique connaît également, où ben, ils nous ont dit, voilà, leur très grande usine sur le site de Catarou, hein, c'était, voilà, ben, nous, on veut que ce soit, on veut vraiment diminuer fortement l'empreinte carbone de ce site. Et donc, on met en place, on optimise la consommation énergétique, on récupère la chaleur fatale de ces sites industriels pour aller raccorder ça au réseau de chaleur et aller chauffer 4000 logements à côté, etc., etc. Donc, il y a tous ces enjeux-là d'inventivité et de création. Forestia, qui est venu nous voir et qui a dit « Je veux être neutre en carbone en 2025. J'ai 100 usines en Europe, en Chine, au Brésil, au Mexique. Il faut que vous m'aidiez. Donc, venez, dites-moi comment je fais. Reprenez chez vous ces assets et décarbonez-les. » Donc, c'est des choses où, pour nous, c'est une attractivité, ce positionnement très fort a été un enjeu d'attractivité extrêmement fort pour ces clients qui, du coup, savent que bah, s'ils vont voir Engie, comme c'est maintenant sa raison d'être et son business, saura les aider, eux aussi, à pouvoir prendre ce virage de se doter, de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Et après, il y a le troisième sujet qui est ce que tous les trois hein, vous avez dit, qui est l'attraction des capitaux. Où comme aujourd'hui, de plus en plus d'investisseurs sont en train, on le voit, hein, tous les investisseurs deviennent de plus en plus sensibles aux enjeux ESG. Je sais qu'il y a un pourcentage qui dit que les investisseurs institutionnels qui prennent en compte les facteurs ESG dans le fait ou non d'investir dans des assets, c'est passé de à peu près 20% il y a encore quelques années, hein, même en 2019, on était encore très très bas, et d'un coup, là, ça a dépassé les 70% cette année. Tout cet enjeu de réputation, etc., a bien dépassé maintenant les enjeux de rendement. Et donc aujourd'hui, eh ben, si vous n'avez pas des engagements très forts pour devenir neutre carbone à une certaine date, être sorti du charbon, etc., etc., eh ben, vous n'avez plus d'assureurs qui veulent vous assurer, vous n'avez plus de banques qui veulent vous prêter de l'argent.
vous n'avez plus d'investisseurs qui veulent investir dans des projets avec vous, etc. Donc ça, c'est un sujet où vraiment, on devient beaucoup plus attractif. On est devenu du coup le premier émetteur de green bonds, donc qui sont justement pour financer des projets à impact écologique. Et ça, mais ça nous permet un accès à un financement beaucoup moins cher, hein, parce que on s'engage à investir dans des projets verts avec ça. Donc voilà, donc ça permet finalement une vraie attractivité. Et pour nous, c'est important. Hein. Si on n'a pas les moyens de pouvoir investir, on n'arrivera à rien. Donc voilà. Donc pour rejoindre, hein, c'est nos collaborateurs, les talents, nos clients, privés et publics, et nos investisseurs. Merci Anne-Laure, de quoi convaincre, j'espère, nos auditeurs de se lancer. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour aborder le sujet des questions-réponses. On a reçu quelques questions de la salle. Alors, Anne-Laure l'a abordé tout à l'heure rapidement, mais peut-être que vous voudrez répondre plus en détail. Un auditeur s'interroge, est-ce que la raison d'être a pu être un atout pendant la crise ? Alors, oui, complètement. Déjà, il y a eu, typiquement, on sait qu'il y avait, par exemple, des mises en chômage partiel, des choses comme ça qui ont pu être des outils qui ont pu être mis en place. Et typiquement, NJ, on s'est dit, en fait, on a une responsabilité sociale très forte. Et donc, on va minimiser au maximum la mise en chômage partiel parce que c'est notre responsabilité d'employeur où on a la chance d'avoir les moyens de pouvoir s'offrir de faire attention à ça. Et donc, c'est typiquement des choses sur lesquelles, si on n'avait pas cette raison d'être forte, de dire comment est-ce qu'on peut avoir un impact bénéfique sur la planète et les personnes, qu'on aurait peut-être moins pris en compte d'une manière aussi forte. Il y a aussi eu tous les aspects pendant la crise, de se dire, bah voilà, il va falloir que, pendant cette crise, on avait des moyens plus limités. Et donc, bah, quand bien même on pouvait faire des choix d'investissement plus rentables que d'autres, et ben, on avait toujours cette espèce de boussole qui nous disait, attention, en fait, si on fait ça, c'est en fait une boussole qui permet d'avoir toujours ce petit Jiminy Cricket qui nous dit, attention, si tel choix d'investissement, telle décision managériale que tu prends n'est pas parfaitement alignée avec ta raison d'être. Or, ta raison d'être, tu l'as prise pour une vraie bonne raison, qui est que tu en fait veux investir dans le long terme pour l'impact positif, mais aussi très très égoïstement pour ta survie à long terme. Et donc, c'est quelque chose qui permet, et donc on a des exemples très concrets de beaux investissements financiers qu'on a sciemment décidé de ne pas faire pour pouvoir justement rester cohérent et aligné avec cette raison d'être qui, à long terme, paiera forcément. Merci Anne-Laure. Alors, je sais que Véronique va nous quitter d'ici quelques minutes. Est-ce que Véronique, vous pourriez nous partager votre expérience sur la société à mission et la crise? Est-ce que ça a pu être un atout pendant cette crise? Alors, je dirais, bon, je ne suis pas une adepte de il faut connaître le pire pour apprécier le meilleur, donc on s'en serait passé. Alors d'abord, je voulais faire un commentaire. Vous disiez, Inès, peut-être que ça a attiré ou que ça donne envie aux gens. En tout cas, moi, quand j'écoute Anne-Laure, je me dis, bon, on a l'air par moment d'être investi et puis de croire en quelque chose. Et quand j'entends ça, c'est pas quelque chose d'utopique ou d'idéaliste. C'est une réalité et étrangement qui fait du bien. Moi, d'entendre parler Anne-Laure et pour connaître quand même un peu NJ par une vie antérieure, euh, ça fait du bien de sentir que des grands responsables, au sens entreprise et leurs responsables, se mettent là-dedans. Et alors, je ne sais pas si Anne-Laure ressent la même chose. Moi, plus j'avance, j'étais pas au fait de l'entreprise à mission au tout début, même si j'avais travaillé sur un ou deux projets à l'époque de sa conception. Je me rends compte que ma conviction grandit en avançant avec le retour des clients, le retour de responsables comme ça. Donc voilà, par rapport à la crise, du coup, alors on a tenu nos engagements, pareil, on a essayé, on était en plein LBO, croissance externe, etc. Eh bien, déjà, on s'est dit qu'on allait envoyer des signaux forts et d'aligner ce qu'on disait avec nos actions. Ça veut dire distribuer des participations, maintenir les primes, puisque nous, on clôture en milieu d'année, maintenir les primes, les augmentations.
Et puis, on a eu un retour déjà au niveau des collaborateurs, c'est que quand on a pu reprendre pleinement les activités, parce qu'il ne faut pas oublier que de nombreux dirigeants se sont retrouvés à dire on arrête les activités sans aucune visibilité sur quand est-ce qu'on va sortir du tunnel. Il ne faut pas oublier que ça a été un moment extrêmement violent et il fallait se mettre en ordre de marche, ce qui a donné, ça a révélé quand même pas mal de force dans les entreprises. Et bien, quand on a mobilisé à la reprise nos collaborateurs, ils ont fait un tel effort qu'on a redressé et on a fait une année qui était non seulement, qui a été même meilleure que l'année précédente, ce qui est assez incroyable. Donc, on a évidemment récompensé. Je me dis qu'il y a un effet, évidemment, solidarité sortie de crise, mais il y a eu aussi cet effet, allez, on joue le social à fond et le social et les collaborateurs nous le rendent bien. Après, sur vous dire qu'il y a une relation entre l'entreprise à mission et la crise, pas immédiat et pas direct, on va être très, très honnête, mais en interne et pour nous, ça nous a permis de nous mobiliser. Il y avait l'énergie qui était mise pour tenir la barre et maintenir les activités, les emplois et la croissance. Et puis, il y a eu cette énergie extrêmement positive de dire on avait lancé le projet de la société à mission, on maintient, puisqu'on est passé société à mission en décembre en ayant démarré la réflexion une petite année avant. Donc voilà, ça nous a permis, en interne en tout cas, de générer du positif, de lancer des projets extrêmement positifs qui nous sortaient la tête de la crise et puis tout le monde en avait ras-le-bol d'entendre parler de Covid, de porter des masques, etc. Donc, on était sur des choses d'énergie très positives. Et vis-à-vis aussi de l'extérieur, c'était pareil. Ça nous permettait de nous rapprocher, de faire des réunions avec des clients. Alors, évidemment, en visio, mais avec des clients, avec des fournisseurs, avec des parties prenantes, avec des financiers, avec des juristes, sur des sujets autrement plus réjouissants que ceux liés à la crise. Merci Véronique. Je crois que Hérol voulait répondre. Oui, non, juste pour donner peut-être une vision en fait complémentaire. Non, moi je pense que je pense que les raisons d'être et les missions pendant la crise, elles, devaient s'appliquer. Je pense que la première chose qu'on devait attendre d'elles, c'est qu'elles assurent la sécurité des employés, par exemple, parce que je pense que c'est la première des choses. Si on prend cette notion comme étant une action collective, on peut imaginer que beaucoup d'entreprises, elles, ont commencé à faire des masques, du gel. Enfin, je veux dire, il y avait des actions ponctuelles. On peut aussi voir que cette action collective, on aurait pu l'attendre aussi à trouver la solution à cette crise. Il y a peut-être eu une relation entre les entreprises et l'État qui a donné peut-être le vaccin. Vous voyez, déjà, on peut voir déjà dedans une solution en tout cas de cohérence dans le rôle que peuvent avoir les entreprises vis-à-vis de tout ceci. Au sortir de la crise et donc pendant cette crise, le premier confinement, il ne faut jamais oublier qu'une étape de la société à mission a été passée. L'entreprise Danone est devenue le 26 juin société à mission, au sortir du confinement. Vous voyez, non, je pense que le confinement, c'est juste, ça cristallise un temps, si vous voulez. C'est pas, on ne réalise pas qu'on est dans une situation désastreuse. On était dans une situation désastreuse. C'est une continuité. Par contre, c'est vrai que ça a permis des vocations. Voilà. Dans le monde de la société à mission, Danone était un grand moment. Voilà. C'était un moment où tout le monde a dit, tiens, ça existe encore plus fort. Donc, si vous voulez, non, je pense que la crise, elle a passé. Il faut juste se dire maintenant qu'on la comprenne parce qu'a priori, on devrait en vivre d'autres. Donc, maintenant, on sait quelle réaction on pourrait avoir. C'est-à-dire que la cohérence devrait venir à ce moment-là sur ces actions pour les entreprises. Merci, Hérol. Delphine, vous souhaitez réagir ? Non, je trouvais que l'exemple était très intéressant. Alors, j'espère qu'on n'en vivra pas d'autres, en tout cas pas de sitôt. Et je pense que cette crise a accéléré beaucoup de choses. La responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de son écosystème en fait partie. Et le digital est un autre aspect dont on a ressenti aussi la forte accélération. Je pense que c'est comme ça peut-être qu'il faut percevoir les choses. Vous avez raison, merci. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que les salariés doivent être impliqués dans le processus de l'intérêt social éclairé ? Je vous laisse peut-être Delphine réagir et puis... Oui, 1000 fois oui. Hérol, est-ce que vous souhaitez... Allez-y Delphine, pardon. Oui, je voulais dire qu'une raison d'être... la formulation d'une raison d'être, alors il y a l'intérêt social éclairé qui s'arrêterait à la prise en compte à la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux, c'est-à-dire l'étage obligatoire de la fusée, où là, effectivement, l'analyse
des enjeux de la société, de ses activités sur ses employés est absolument essentielle. La raison d'être, la formulation d'une raison d'être, pour moi, le processus passe forcément par l'implication notamment des employés parmi d'autres parties prenantes. Cela ne renverse pas la logique de pouvoir organique et les responsabilités juridiques des différents organes de la société, mais cela doit faire évidemment, enfin, la consultation fait partie du processus. Moi, je pense même qu'on n'a jamais autant interviewé de salariés que depuis la société à mission. Moi, je peux vous donner quelques chiffres. On est aujourd'hui sur les sociétés à mission et les raisons d'être. Il y a à peu près 90 entreprises, une centaine d'entreprises qui sont en raison d'être, 250 entreprises à peu près qui sont sociétés à mission. On touche à peu près aujourd'hui près de 2 700 000 salariés. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la masse. Nous, on les calcule sur sociétéamission.com. Donc, on a des chiffres. Mais évidemment qu'ils doivent participer à la co-construction. Mais je pense que c'est le moment essentiel où vous allez créer tant l'appartenance que la volonté de faire du collectif. Et dès cet instant, vous voulez des jeunes talents, faites-les participer. Vous voulez des talents plus anciens, faites-les participer. Tout le monde doit participer à tout ceci. Vous verrez in fine, je pense que prenez comment l'aspirine chez Bayer a été construite, vous comprendrez que ça s'est fait sur les mêmes principes. Donc, continuez comme ça, quoi. Merci, Erol. Véronique, vous vouliez réagir? Oui, merci de me donner le micro. Oui, parce que j'allais dire, pour moi, il n'y a même pas de question à se poser. Je ne vois pas comment on pourrait imaginer une raison d'être sans embarquer l'ensemble des collaborateurs. Alors, évidemment, il y a la classe des collaborateurs qui sont force de proposition, etc. Nous, on a aussi une population sur le terrain qui sont des ouvriers. Eh bien, on essaie aussi et on les embarque. Pourquoi? D'abord par des petits gestes, parce que ça passe aussi par une responsabilité individuelle. Donc, on va parler d'éco-gestes. Si on veut faire baisser le bilan carbone, déjà que les gens apprennent à conduire peut-être un peu différemment, avoir d'autres pratiques. Et puis aussi parce qu'ils sont sur le terrain et comme c'était dit précédemment, l'innovation, la bonne idée, elle peut venir de n'importe où. Donc, on a lancé des initiatives, Eureka et autres, en disant, allez, si vous avez des bonnes idées, faites-les remonter et on en fera des projets. Et donc, voilà, donc c'est d'embarquer tout le monde. Ça ne peut pas être, selon moi, ça ne peut pas être qu'une initiative d'une partie du management. Et c'est aussi pour ça qu'on aligne le social. On a créé une société de cadres, mais après des participations pour vraiment... j'allais dire, faire entrer tout le monde dans la réussite et le développement de l'entreprise. Mais je ne sais pas ce qu'Anne-Laure en pensera, mais je ne vois pas comment on ne peut pas associer l'ensemble des collaborateurs. Merci Véronique. Anne-Laure, souhaitez-vous réagir? Peut-être nous faire part de votre expérience lors de la mise en place de la raison d'être chez Engie? Alors, complètement, hein, je rejoins complètement ce que vous avez dit tous les trois. Nous, c'est un travail qui s'est fait vraiment en associant l'ensemble des parties prenantes, le collaborateur, le client. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui a été très concerté et qui se fait pas seulement à travers en se disant, bon voilà, qu'est-ce qu'on souhaite que l'entreprise fasse, mais également sur comment est-ce qu'on souhaite le vivre très concrètement au sein de l'entreprise, à travers justement des actions très concrètes. Donc, on met en place aussi, par exemple, dans chacun des départements de l'entreprise, dans chacune des entités de l'entreprise, une façon de compter l'impact positif pour la planète des actions qu'on fait, à la fois dans le travail de tous les jours. Donc, chacun sait, voilà, je travaille sur tel projet, en fait, le fait que je travaille sur tel projet, je permets d'éviter tant de carbone. Le fait de faire ce projet-là. Le fait de... voilà, et puis après, des choses sur l'empreinte très, très bête, hein, donc même le service achat, c'est que s'il fait attention à tel sujet avec ses fournisseurs, ou le service juridique pour essayer de faire baisser son bilan carbone à travers des efforts très concrets. Enfin, il y a des choses vraiment qui ne sont pas que dans notre business, mais aussi très concrètement dans l'activité des salariés au quotidien, dans ce qu'ils font au quotidien, de façon à ce que ce soit quelque chose de très ancré. Et donc ça a été fait bien sûr en pleine collaboration, sinon ça n'a pas de sens. Merci Anne-Laure.
J'ai une troisième question que je vais vous poser, Erol. C'est un jeune chef d'entreprise qui s'interroge sur la société à mission. Il se demande s'il doit commencer par la raison d'être avant de se lancer. Est-ce progressif? Alors, pour aller jusqu'à la société à mission, il devra se doter d'une raison d'être. Mais vous qui avez accompagné de nombreuses entreprises sur ce chemin, peut-être que vous pourriez lui apporter quelques clés. Je pense déjà qu'il devrait définir ses parties prenantes. S'il définit ses parties prenantes, il saura vers qui il va s'adresser. Une raison d'être lui donnera déjà effectivement sa colonne vertébrale, ce qui permettra de guider sa stratégie, mais la société à mission lui donnera la boîte à outils. Et cette boîte à outils, elle est très importante, parce qu'elle va lui donner tant le contrôle que la garantie de ce qu'il fait. Je pense que l'OTI va devenir la garantie de ce qu'on fait aujourd'hui. Bon. S'il veut faire sa société à mission, qu'il définisse évidemment celle-ci, qu'il pense qu'il puisse effectivement leur demander ce qu'elle pense de l'entreprise, ça va lui permettre déjà de se définir. Je sais, déjà, c'est très compliqué pour une entreprise de se définir. Alors, à ce moment-là, c'est le grand moment. Je pense que la raison d'être devra être un bon vecteur, mais il verra tout de suite que la société à mission sera nécessaire. D'ailleurs, il y a juste un petit point, il y a un rapport qui va sortir bientôt sur la gouvernance d'entreprise d'ici la fin du mois à peu près, qui a été donné par Brice Rocher, qui a été donné à Brice Rocher pour faire ce rapport. Une des mesures, mais qui n'a pas été retenue, c'était que toute entreprise à raison d'être dans les 5 ans devra devenir société à mission. Elle n'a pas été retenue. Mais vous voyez, l'esprit est là. Vous voyez déjà, l'esprit, le crochet déjà se fait là-dessus. Merci, merci Erol. Effectivement, le rapport Brice Rocher sortira le 19 octobre prochain. Et j'ai encore une question pour vous, Erol. Est-ce que tout à l'heure, vous évoquiez votre site sur lequel vous faites un suivi des sociétés qui ont mis en place une raison d'être. Est-ce que vous voyez émerger un type de société, un secteur d'activité en particulier? Ah non, on voit très clairement, mais depuis le début, on voit que les entreprises se suivent. La première du secteur amènera la seconde du secteur, la troisième du secteur, la quatrième. Une autre viendra et amènera un autre secteur qui est son client, son fournisseur, qui en ramènera un autre, un autre, un autre. Il est vrai que toutes les premières entreprises, par mon analyse, mais mon analyse est peut-être un peu faussée parce que c'est ce que je regarde beaucoup, sont attaquées par des ruptures de business model aujourd'hui. Bon, je ne vais pas citer toutes celles qui existent aujourd'hui, mais vous pouvez voir aujourd'hui, il n'est pas étonnant de voir les entreprises qui se sont dotées très vite de raison d'être, par exemple. Bon. Les sociétés à mission, il faut voir aussi que dans les sociétés à mission, on a à peu près 80 à 90% de PME, très peu de grandes entreprises, très peu de TPE. Vous voyez, le marché, il reste à remplir sur l'un comme dans l'autre. Sur le site, ce qu'on voit par contre, c'est qu'on arrive à avoir toute l'actualité qui sort, puisqu'on publie toute l'actualité tous les jours. Et on voit toute l'actualité qui sort sur ces sujets. Alors parfois, vous n'avez rien, et parfois, vous avez énormément de choses. Pourquoi? Un secteur s'est mis sur le sujet. Une personne a commencé à innover. Donc, tout le monde parle de cette innovation. Si vous voulez, tout se transfère. Il y a tout un transfert. Et vous avez effectivement aussi toutes les personnes qui ont raté la définition de l'entreprise. Ils savent aujourd'hui que donc, elles sont contre, et celles qui sont contre font avancer la société à mission. Vous voyez, alors, le microcosme est en train de tout est en train de se créer. Si vous voulez, l'écosystème se crée. Voilà. Et il faut avoir une vision globale. Si on a cette vision globale, ça permet de voir ça permet d'être un peu visionnaire. Alors un peu, pas beaucoup, je pense, mais en tout cas, on peut voir loin. Merci. Alors, tout à l'heure, Delphine, Laure et Véronique évoquaient l'attention des parties prenantes sur l'engagement de leurs entreprises. Est-ce que vous avez également une attention particulière sur ce sujet pour les entreprises avec lesquelles vous engagez? Je ne sais pas si Anne-Laure ou Véronique souhaitent répondre en premier ou Delphine. C'est-à-dire? Alors, la personne, ce que je comprends de la question, s'interrogeait pour savoir si NJ ou le groupe Cheval, lorsqu'ils allaient chercher un marché, se demandaient ou alors contracter avec une entreprise, se demandaient si cette entreprise avait également des valeurs, était respectueuse d'un certain nombre d'engagements. Alors, tout à fait. Donc, de manière très concrète, typiquement, par exemple, sur nos fournisseurs, étant donné qu'on souhaite être neutre en carbone en 2045 sur l'ensemble de notre scope, ça veut aussi dire que vis-à-vis de nos fournisseurs,
nous ne prendrons que des fournisseurs qui sont eux-mêmes devenus neutres carbone. Donc, on a un vrai sujet, hein, et d'ailleurs, ça demande un vrai accompagnement. Hein. Ça veut dire que dans nos appels d'offres, on est très spécifique sur ces sujets-là, sur ce qu'on attend de leur part pour que les trajectoires carbone soient respectées. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on a des vraies attentes. Il y a aussi des choses sur lesquelles on les accompagne, parce qu'on a certains fournisseurs qui sont plus petits et sur lesquels qui ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir justement prendre en compte le mieux possible les enjeux sociaux et environnementaux. Mais effectivement, et après, on a toute une liste très détaillée de no-go sur des sujets que ce soit. Alors, il y a les elephants in the room, hein, qui sont des sujets éthiques et autres, mais énormément de sujets sur lesquels on n'achètera pas nos panneaux solaires de sociétés qui ont des sujets sur du travail illégal, on n'achètera pas de. Enfin voilà, et donc il y a vraiment ces sujets-là. Et après, quand on prend les marchés, effectivement, il peut déjà arriver de ne pas souhaiter travailler, faire un partenariat avec des clients qui se retrouvaient dans des situations ou sur des secteurs ou des marchés qui n'étaient pas en lien avec notre raison d'être de vrai pour la transition écologique. Et donc, il y a des secteurs particulièrement polluants, par exemple, où quand bien même le fait de travailler avec eux pourrait participer à rendre finalement leurs activités moins polluantes, où on se dit, en fait, c'est important aussi qu'ils aient des signaux forts pour comprendre qu'il faut vraiment changer de mindset pour travailler avec eux. Il y a des acquisitions qu'on pensait faire et sur lesquelles on s'est rendu compte qu'il y avait, par exemple, énormément de centrales à charbon avec pas d'alignement sur le fait de décarboner, et ben nous avons décidé de ne pas faire ces acquisitions. Donc, il y a un vrai impact comme ça. Merci Anne-Laure. Alors, je crois que Véronique souhaite réagir en 2 minutes parce qu'on arrive au bout de la séquence. Je ne sais pas s'il est possible de développer. En 1 minute, ça va dans le même sens qu'Anne-Laure. Oui, évidemment, ça va jusqu'à ce choix-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'afficher entreprise à mission et ne pas vérifier que les gens qu'on met dans la boucle et dans son business model ou dans son économie ne répondent pas à certains critères. On ne leur demande pas d'être mis à mission. Alors, je dis souvent société à mission, mais je veux dire engagement RSE, évidemment, on voit bien de quelle responsabilité est-ce qu'on parle. Donc non, on ne répondra pas on ne prendra pas le mieux-disant en termes de tarifs. On va vraiment regarder si les valeurs, alors je parlerai de valeurs, si on est aligné sur les valeurs, sur la manière de respecter l'environnement, de respecter le social, de respecter le territoire. Donc, bien évidemment, on sélectionne nos fournisseurs aussi sur ces critères-là. Et j'allais dire, on sélectionne aussi les co-traitants ou les sous-traitants, bien évidemment. Et alors, les clients, il y a toujours un partage de valeurs, mais je peux vous dire que j'ai vu le président s'animer à ne pas partager certaines valeurs et à aller refuser une typologie de clients pour X raisons, voilà, parce qu'il délocalisait tout, etc. Voilà, je voulais juste dire que bien évidemment, il fallait aligner. Merci beaucoup Véronique. Je le disais, nous arrivons au bout de notre heure et demie. Merci pour votre participation active. Il me reste à vous remercier d'avoir participé nombreux à notre webinaire, mais également à remercier nos invités pour le temps qu'ils nous ont consacré et leur partage d'expériences toujours clair et précis. J'espère qu'ils auront su vous inspirer. Sachez que le contenu de cet événement sera disponible en replay dès ce soir sur la plateforme Imagina et prochainement sur le site du comité gouvernance des entreprises. Je vous invite également à rejoindre notre page LinkedIn. Et avant de nous quitter, sachez que la semaine de l'entreprise responsable et inclusive continue. Demain, vous pourrez retrouver une discussion autour de la ministre Nadia Hay, ainsi qu'une matinée dédiée à l'impact territorial. Vous pouvez vous inscrire donc sur la plateforme Imagina, de quoi vous nourrir et vous inspirer. À très bientôt et encore merci. Merci beaucoup. Merci. Ça fait un plaisir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.